Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Des flammes de 20 mètres de haut et des maisons menacées. La nuit a été éprouvante pour des milliers de résidents du sud de la France, notamment à Mandelieu. Cet après-midi, tous les incendies ont été stoppés par les pompiers et chacun a pu rentrer chez soi. C'est bien la grippe aviaire qui est à l'origine de la mort de 3 cygnes en Moselle. Des mesures de protection, des élevages de volailles sont mises en place sur tout le territoire pour éviter le contact avec les oiseaux sauvages. Des juges au domicile de Dominique de Villepin, une perquisition est en cours ce soir dans l'affaire Clearstream, car des documents retrouvés dans l'ordinateur de Philippe Rondeau ravivent les soupçons contre lui. L'ancien Premier ministre dénonce des accusations infondées. Baptême du feu pour Rachida Dati au Sénat. La ministre de la Justice défend sa réforme contestée sur les peines planchées contre les récidivistes. Robert Badinter dénonce un texte qu'il juge inutile et potentiellement dangereux. La joie et la fierté en Russie, c'est la modeste station balnéaire de Sotchi sur la mer Noire qui a été choisie pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Une décision audacieuse, tout reste à construire là-bas pour accueillir les épreuves. Enfin, le Tour de France démarre après-demain avec le prologue à Londres. Après un contrôle sanguin, les 189 coureurs ont été déclarés aptes à courir. D'abord donc cette nuit rouge pour des milliers d'habitants et de vacanciers, rouge comme le feu qui a parcouru plus de 1000 hectares au total. C'est le plus gros incendie de l'été, c'est aussi le premier qui a menacé directement des habitations. À Mandelieu, au milieu des flammes, le reportage d'Olivier Théron et Olivier Prédhomme. La nuit est rouge, mais les pompiers n'ont pas le choix. Ils doivent aller au combat contre les flammes, s'interposer entre le feu qui court sur les pentes et les habitations. Attention ceux qui sont en bas, pas trop près. Près d'1 millier d'hommes sont sur le terrain. Ils viennent des Alpes-Maritimes, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard. Ça monte. Sans moyens aériens, la lutte contre l'incendie dans une zone urbaine, c'est une guérilla, un jeu dangereux, épuisant. C'est gagné parce que le feu est passé sur le côté. Notre but était de défendre les maisons, mais actuellement la partie n'est pas finie. Le feu et le vent qui souffle à plus de 80 km/h remportent aussi des victoires. Les flammes courent de jardin en jardin. 3000, 4000 maisons, on ne peut pas mettre un sapeur-pompier derrière chaque maison. Donc on se bat rue par rue, avec difficultés liées au vent, et on essaie de les protéger au maximum. Par précaution, plus de 900 personnes sont évacuées. Allez, on ouvre. C'est la panique dans les résidences. Il y a le feu au tremblant, il y a le feu partout là. Partez vite. T'inquiète pas, je vais me débrouiller avec Jackie là. Les villes de Mandelieu et de Théoul ouvrent leurs gymnases aux naufragés de l'incendie. On va prendre les noms, Rentrez, je vous en prie. Restaurez-vous ici à gauche. Épuisés par le stress, angoissés à l'idée de ce qu'ils retrouveront, la nuit va être pour eux à la fois très courte et trop longue. On est parti vraiment vite. Je vous dis, moi j'étais à un spectacle, mon enfant et son copain sont rentrés en catastrophe. On évacue. On est inquiet pour la maison, on ne sait pas si elle a brûlé ou pas. Voilà. On sait qu'à Morville, il y a le feu, qu'il est encore là. Ce matin, le feu a rendu les armes après avoir parcouru près de 800 hectares. Une course folle qui n'aura emporté qu'une maison. Nos efforts ont payé, semble-t-il, par rapport au constat qu'on a pu faire. Je viens de survoler le feu, effectivement. On a un feu qui est relativement long, parce que le vent était fort, donc le feu s'est propagé, mais qui est relativement étroit, ce qui veut dire qu'on a réussi à le maintenir dans un axe qui nous a limité son impact. Dans le lit sombre du feu, 600 pompiers ont passé la journée à noyer les souches pour éviter tout risque de reprise. C'est une voiture en flammes sur l'autoroute des vacances qui serait à l'origine de ce sinistre. On l'a entendu, ce n'est qu'en milieu d'après-midi donc que le feu a été fixé, comme disent les pompiers, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus. Mais dès le milieu de la matinée, certains résidents étaient autorisés à rentrer chez eux. On retrouve sur place Nathalie Jourdan et Virginie Yadot. C'est la maison d'un ami. Il n'a pas pu la sauver. Comment vous avez combattu les flammes? Avec les jets d'eau qui courent de partout, avec les voisins qui nous ont aidés. On a été évacués pendant un moment. Les pompiers sont venus, nous ont embarqués. Tout le quartier a tremblé. Hier soir, le feu a dévalé la colline en 15 minutes à peine. Mon mari, il était couché, j'ai dit dépêche-toi, habille-toi. On s'est habillé, moi j'ai mis ce que j'avais. J'ai pris mon sac au cas où j'avais besoin de partir avec mes papiers et puis c'est tout. Mireille, elle, a refusé de quitter sa maison. Et la police, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh ben, elle voulait m'emmener au poste presque. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, j'ai résisté.
La maison est sauvée? Bah bien sûr. Sans ça, il y avait ce qui tient la véranda. T'as vu, toi, mais j'aurais pas été là, le feu prenait dans la poutre du véranda. J'avais plus de maison si j'avais pas été là. Un peu plus loin, un centre équestre de 650 hectares, 20% du domaine sont partis en fumée. Les chevaux, on les a évacués en partie. On n'a pas pu évacuer la totalité parce que, compte tenu du vent violent et des flammes très puissantes, on est obligé de partir très vite. On a laissé une dizaine de chevaux. Ce matin, il les a tous retrouvés sains et saufs. La forêt, elle, mettra quelques années à panser ses blessures. Les pompiers ont géré une vingtaine de reprises dans la journée. Ce soir, le feu n'est pas éteint, mais il est fixé. Les renforts ont donc pu regagner leur caserne. Une centaine d'hommes continuera de noyer les braises toute la nuit. Le vent, quasi nul aujourd'hui, soufflera plus fort demain. À Antibes, un autre incendie s'était déclaré hier soir aux portes de la ville. Il n'a parcouru finalement que 3 hectares, mais a fait 6 blessés sans gravité, dont une femme légèrement brûlée. Ce feu est lui aussi sous contrôle ce soir. Même situation dans le département voisin du Var, où 6 campings de Roquebrune-sur-Argence et des communes limitrophes ont été évacués hier soir. Tous les vacanciers ont pu regagner leurs tentes ou leurs caravanes. Le feu a parcouru 150 hectares tout de même, au même endroit que la semaine dernière, donc tout près de la commune du Muy. Toujours à propos des pompiers, mais dans un tout autre domaine, sachez que le procureur de la République de Chambéry a demandé la relaxe des 2 sapeurs poursuivis après la mort de 2 adolescents dans l'incendie de leur immeuble. On en parlait en début de semaine. Les appels des 2 victimes auraient été négligés selon leur famille. Eh bien, le procureur a estimé que les pompiers seraient de toute façon arrivés trop tard. C'est désormais officiel, la grippe aviaire est bien à l'origine de la mort de 3 cygnes sur un étang de Moselle. Les nouvelles analyses l'ont confirmé aujourd'hui. Du coup, les mesures de prévention ont été relevées partout sur le territoire français. Dans la zone concernée, les vétérinaires font du porte-à-porte pour informer les habitants. Sur place, Frédéric Monteil, Virginie Travers. Défense d'approcher des exploitations de volailles. Une barrière ici, une simple chaîne quelques kilomètres plus loin. Et pour certains, aucune signalisation. La préfecture n'estime pas utile la mise en place de barrages avec désinfectants. La zone de surveillance comprend 3 éleveurs professionnels et 15 500 volailles sous étroite surveillance sanitaire. Il y a une bête qui est infectée, c'est l'ensemble du cheptel qui serait abattu. La surveillance en question a commencé pour la première fois depuis la découverte des 3 cygnes contaminés. Ces vétérinaires recensent les volailles une à une. Voir si vous êtes au courant des mesures qu'il faut appliquer, et puis notamment d'enfermer, donc de confiner ces volailles, les poules ou les dindes ou les canards que vous pouvez avoir. Dans l'arrière-cour de cette maison, une vingtaine de poules déjà à l'abri, plus pour éviter la pluie qu'un éventuel virus. Dès que vous pouvez, il faut vraiment les rentrer, hein. C'est vraiment important. Laisser ces poules enfermées en permanence, l'idée a parfois du mal à passer. Une fois qu'elles ne sortent plus, qu'elles ne vont plus dans l'herbe, elles font beaucoup moins. Hein. C'est ça qui est embêtant. Hein. Au village, seul l'arrêté préfectoral rappelle les interdictions et parmi elles, l'impossibilité d'accéder à l'étang où les 3 cygnes ont succombé à la grippe aviaire. Au total, 33 communes vont rester sous surveillance jusqu'au 17 juillet. Le dispositif sera levé si aucun nouveau cas de grippe aviaire n'est découvert. Ce fameux virus H5N1 ne s'était pas manifesté en France depuis plus d'1 an. Alors faut-il s'inquiéter de cette réapparition? Les questions et les éléments de réponse avec Florence Bouquilla. 3 cygnes morts en Moselle et en France, la prévention contre le virus de la grippe aviaire passe aussitôt d'un niveau modéré à élevé. Quelles sont les mesures de prévention depuis ce matin? D'abord, confiner les volailles et les oiseaux d'agrément, afin de réduire au maximum le risque de contact avec les oiseaux sauvages. Si elles ne peuvent être enfermées ou protégées par un filet, les volailles seront visitées 1 fois par mois par un vétérinaire et nourries et abreuvées à couvert. Car une mare, par exemple, peut être contaminée par un oiseau sauvage qui contaminera à son tour l'élevage. Interdiction aussi de rassembler les volailles ou les oiseaux, même sur les marchés ou dans les compétitions. Que s'est-il passé l'an dernier? Dans cette ferme de l'Ain, 400 volailles meurent, terrassées par le virus H5N1. Les services vétérinaires euthanasient les 10 000 dindes restantes. Depuis aujourd'hui, les Français peuvent se poser une question cruciale. Peut-on manger encore du poulet? La réponse n'a pas changé. À 70 degrés, le virus H5N1 meurt. Or, poulet, canard ou chapon cuit en général à environ 200 degrés.
Et qu'en est-il du traitement éventuel en cas de pandémie? Jusqu'à présent, en Europe, le virus n'a pas muté et ne s'est pas transmis à l'homme. Mais la France s'est tout de même préparée, en stockant plus d'1 milliard de masques chirurgicaux, 33 millions de traitements antiviraux et 26 millions de doses de vaccins pré-pandémiques. Actualité judiciaire avec d'abord des nouvelles du petit Ryan qu'on a appelé l'enfant mystère. Il avait été retrouvé seul à Paris et personne ne s'était manifesté pendant une semaine. Eh bien sa mère a été formellement identifiée par les enquêteurs. Son image avait été enregistrée par une caméra de sécurité. Il s'agit d'une jeune femme de 34 ans, marocaine, qui se trouverait actuellement à Casablanca, sans doute avec son deuxième enfant âgé de quelques mois. On ne connaît pas les raisons de son geste actuellement. En bref, encore une peine de réclusion à perpétuité incompressible a été requise contre Pierre Baudin, alias Pierrot le Fou. Il répond devant la cour d'assises de Strasbourg de 3 meurtres, 2 viols et 2 tentatives d'enlèvement. Le verdict est attendu en milieu de semaine prochaine. Le courage d'un restaurateur en Corse, cela se passe à Saint-Florent. Menacé de raquette, il a choisi avec son épouse de rompre la fameuse loi du silence, de déposer plainte et même de porter l'affaire sur la place publique. Frédéric Crottard. À la une de Corse Matin hier, un témoignage en forme de coup de gueule. Lucien Benvenuti, patron du Petit Caporal, ce restaurant de Saint-Florent, a décidé de raconter en détail le racket dont il est la victime. Par 2 fois au téléphone, un correspondant se réclamant du FLNC l'a menacé, lui ainsi que sa femme, l'écrivain Marie Ferranti, et lui a demandé de verser 100 000 €. Hors de question, lui a répondu le restaurateur. Je crois que c'est tout simplement une bande de voyous et que j'ai décidé de ne pas me taire et de rendre les choses publiques, prendre l'opinion publique à témoin et dire voilà, on ne va pas se laisser faire. On est des gens qui construisons, qui créons, qui développons et ce n'est pas les destructeurs qui vont nous dire voilà, tu payes. Non, hors de question. Une prise de position plutôt inhabituelle, mais soutenue par une partie de la population. Ce village que j'ai connu calme et paisible et que je retrouve aujourd'hui harcelé par du racket, je ne comprends pas. Il devrait y avoir spontanément, de la part de tous les Saint-Florentins et des vieux Saint-Florentins que nous sommes, une manifestation de soutien sur la place du village pour soutenir et condamner cet acte que je ne trouve pas le mot pour le définir. Depuis qu'il a brisé l'omerta, le restaurateur de Saint-Florent bénéficie d'une protection rapprochée. Le baptême du feu pour Rachida Dati. La nouvelle garde des Sceaux présente au Sénat son projet de loi sur les peines planchées contre les récidivistes. Un test contesté, on en parlait hier dans notre dossier. À gauche, c'est Robert Badinter qui a porté la charge. Arnaud Boutet, José Boulestex. C'est un texte sujet à polémique, mais certains proches de la ministre affichent une grande décontraction. Rachida Dati se présente plus crispée. Au pas de course, la nouvelle garde des Sceaux vient défendre son projet de loi. Et, surprise, pour son baptême du feu parlementaire, elle n'est pas la plus émue. Un point commun, on a vécu sur le même territoire. Donc j'ai apprécié qu'elle soit dans le gouvernement. Je suis en train de rechercher son nom exact. Rachida. Ah, je n'arrive pas à le dire. Rachida Dati. Rachida Dati. Rachida Dati, pour moi, c'est un plus. Sous des applaudissements timides, Rachida Dati présente donc une promesse de campagne du candidat Sarkozy. Première mesure adoptée ce soir par le Sénat, les peines planchées dès la première récidive. Cela concerne les crimes et délits passibles de 3 ans de prison. Ce projet est un projet ferme, mais juste, et qui préserve l'équité. Il ne mérite pas les outrances dont il a été l'objet. Pour les 16-18 ans, l'excuse de minorité ne s'appliquera plus dans certains cas. Pour la gauche, le texte anti-récidive signifie surtout trop de détenus dans les maisons d'arrêt. Cette surpopulation pénale à laquelle conduira, nous sommes tous convaincus, inévitablement, ce texte, elle engendrera plus de récidives qu'elle ne réduira la récidive. Rachida Dati exige des soins obligatoires pour les délinquants sexuels. Elle l'a dit, mais autour d'elle, ils n'étaient pas très nombreux venus l'écouter. Alors ce projet de loi, on l'a compris, vise à apporter une réponse judiciaire plus sévère à la récidive. C'est la nature de cette réponse, c'est-à-dire la prison qui fait débat, mais tout le monde s'accorde sur le diagnostic. Même, vous allez l'entendre, les anciens voyous. Les délinquants d'aujourd'hui sont beaucoup plus violents qu'hier, surtout les plus jeunes. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Audrey Goutard, Guillaume Fautra. Pour Didier, l'école du crime a commencé à Bron, dans la banlieue lyonnaise. À l'époque, c'était un repère de truands. C'était vraiment les années 60. J'entendais mes parents, tout ça, qui disaient qu'il y avait dans notre immeuble qu'il y avait des voyous qui étaient fichés au grand banditisme, quoi.
Après, plus tard, j'ai su que ces voyous-là appartenaient au gang du Lyonnais, avaient affaire avec eux, tout ça, quoi. Ces voyous, c'étaient ses modèles, et rapidement il les a rejoints. Proxénétisme, machine à sous, braquage, une carrière de 20 ans. Le crime, Didier connaît, mais il ne se souvient pas avoir été aussi dur que les délinquants d'aujourd'hui. Moi, à 13 ans, j'avais pas de flingue dans la poche, quoi. Si on se battait, c'était à coups de poing, il n'y avait pas de lame, ou très peu. Maintenant, c'est devenu, à 13 ans, ils se prennent pour des bonhommes. On a tout ce qu'on veut tout de suite. Bah oui, mais ça, c'est un prix à payer. Parce que les jeunes, ben, ils comprennent pas ça comme ça, quoi. Eux aussi, ils veulent tout de suite. Cette précocité, cette violence, lui aussi l'a constaté. Et pourtant, il n'est pas du même bord. C'est un ancien policier. 30 ans de carrière comme enquêteur. Et selon lui, tout a basculé il y a 15 ans. La violence d'aujourd'hui n'existait pas. Elle n'existait absolument pas. Il y avait des cas violents, puisque les voyous que nous connaissions donc vivaient de la violence, mais ça n'était pas de la violence gratuite d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour monter au braquage, ils étaient armés, ils étaient prêts à tirer. Ce ne sont pas les fous furieux d'aujourd'hui. Même constat pour les deux hommes. Et les chiffres l'attestent aussi. Les agressions violentes ont été multipliées par 3 en 10 ans. Et leurs auteurs sont toujours plus jeunes. Maintenant, très tôt, il faut de l'argent si vous voulez faire quoi que ce soit. Ici, on n'avait pas besoin de fric, on s'amusait au cow-boy, on s'amusait encore à l'époque. Il n'y avait pas encore la télévision qui avait investi tous les ménages. Toute la journée, on a des gamins qui sont sur des claviers et qui tuent tant de personnes. Ce sont des jeux de guerre, ce sont des jeux de massacre en permanence. Et donc, il y a une violence interne à la société et qui fait que, systématiquement, un gamin qui est livré à lui-même, parce que ce sont des gamins qui sont livrés à eux-mêmes, deviennent tout à fait incontrôlables. Mais sur la réponse judiciaire, les deux retraités ne sont pas d'accord. Pour nous, l'enfermement, et depuis plus de 33 ans que j'ai fait ce métier, l'enfermement, ça a vraiment été la façon la plus radicale de nous débarrasser momentanément des fauteurs de troubles. En prison, je pense pas qu'on peut cultiver une certaine sagesse ou un calme, c'est impossible, quoi. Pour moi, ça a été, je vais cultiver ma rébellion, quoi. J'étais déjà rebelle quand je suis rentré, je suis sorti d'autant plus rebelle, quoi. Parce que c'est pas humanisé, quoi. À sa sortie de prison, la violence l'a rattrapé. Un règlement de compte dans un bar, une fusillade qui a failli lui coûter la vie. La peur de mourir l'a fait décrocher de la délinquance. Aujourd'hui, Didier est comédien. Il lui arrive même de jouer des rôles de truand. Justice et politique, je vous le disais en titre, une perquisition est en cours ce soir au domicile de Dominique de Villepin dans l'affaire Clearstream. Des documents retrouvés dans la mémoire de l'ordinateur de Philippe Rondeau ravivent les soupçons contre l'ancien Premier ministre. Ce dernier dénonce des accusations infondées et une situation inadmissible. Olivier Caroff, Pascal Caron. Une perquisition chez un ancien Premier ministre, c'est du jamais vu. Ce soir, juges et policiers fouillent le domicile de Dominique de Villepin qui ne serait pas présent sur place. Depuis 24 heures, il se sait en première ligne dans l'affaire Clearstream. Il a déjà annoncé qu'il demandait à être entendu en présence d'un avocat. Sa ligne de défense n'a pas changé depuis sa première audition. J'ai été très heureux, en ce qui me concerne, de pouvoir apporter mon témoignage dans cette affaire, où j'ai été victime pendant de longs mois de calomnies et de mensonges. Les juges ont encore fait parler les archives du général Rondeau. Des notes informatiques que l'ancien haut responsable des services de renseignement pensait avoir effacées. Exemple, ce récit d'une entrevue avec Jean-Louis Gergorin. L'ancien vice-président de ADS venait d'envoyer des listings trafiqués à la justice, des listes de comptes bancaires à l'étranger, où les noms de nombreuses personnalités avaient été rajoutés, dont celui de Nicolas Sarkozy. Jean-Louis Gergorin aurait alors parlé au général Rondeau d'instructions de Dominique de Villepin, lequel se serait montré à la fois jubilatoire, mais surtout soucieux de ne pas apparaître. L'ancien Premier ministre serait-il le maître d'œuvre de la manipulation? Les deux juges d'instruction, Jean-Marie Duy et Henri Ponce, doivent maintenant tout vérifier point par point. Les principaux acteurs du dossier vont être réentendus très rapidement.
La politique avec le trouble créé au Parti socialiste par l'ouverture à gauche de Nicolas Sarkozy depuis plusieurs semaines. Après Bernard Kouchner ou plus récemment Jean-Marie Bockel au gouvernement, Hubert Védrine vient d'être chargé d'une mission. Jack Lang est pressenti pour intégrer une commission sur les institutions. Du coup, le torchon brûle entre les dirigeants du PS, Alexandre Cara, Jean-Jacques Le Garec. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Qui imaginait il y a quelques mois Bernard Kouchner, numéro 4 d'un gouvernement de droite, applaudi par des députés UMP. Le changement, c'est l'ouverture. Pas moins de 6 personnalités issues de la gauche, ministres ou secrétaires d'État. Bernard Kouchner, Fadela Amara, Jean-Pierre Jouyet, Jean-Marie Bockel, Éric Besson et Martin Hirsch. Les socialistes ont encore un peu du mal à s'y faire. Nous sommes favorables au revenu de solidarité active. On y avait d'ailleurs travaillé avec Martin Hirsch dans la campagne, à l'époque où il conseillait Ségolène Royal avant de rejoindre Nicolas Sarkozy. Et ceux qui ont accepté, pour l'instant, ne regrettent rien. Personnellement, je m'y trouve très bien dans cette démarche. Hubert Védrine, ancien ministre de François Mitterrand, chargé d'une mission. Jack Lang, approché pour faire partie d'une commission sur les institutions, un sujet sur lequel on ironise à l'Élysée. Mais Jack Lang, c'est une bonne idée. Il faut le noter. Jack Lang, c'est une bonne idée, il est professeur de droit. Donc... Mais cet humour ne fait pas rire au PS. S'il le décidait, il en assumerait toutes les conséquences. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il ne pourra plus participer aux réunions du groupe socialiste. Si l'on ajoute la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale, attribuée à un socialiste, Didier Migaud, divers coups de fil reçus par des personnalités de gauche comme Malek Bouti, au PS, la confusion est totale sur l'attitude à adopter. Je pense que nous n'avons rien à perdre dès lors qu'on engage un dialogue exigeant et qu'on met clairement les points sur les i en disant nous acceptons le débat. Il faut que chacun soit à sa place. Le président de la République préside, l'opposition s'oppose de manière constructive, mais s'oppose. Affichage ou réelle volonté politique, finalement qu'importe, pour la droite l'ouverture a déjà atteint son objectif. Désorganiser les socialistes. À l'étranger d'abord, cette confrontation au Pakistan entre le pouvoir et des islamistes radicaux proches des talibans regroupés dans une mosquée d'Islamabad, on l'appelle la mosquée rouge. Depuis 2 jours, les forces pakistanaises emploient la force précisément, on compte déjà 16 morts, mais quelques irréductibles refusent de se rendre et retiennent des centaines d'élèves de l'école coranique qui se trouvent dans la mosquée, et parmi ces élèves, il y a une majorité de jeunes filles. Un affrontement qui illustre la fragilité du régime face à la menace islamiste. C'est la surprise olympique de l'année. La petite ville balnéaire de Sotchi en Russie sur la mer Noire organisera les Jeux d'hiver en 2014. Un choix audacieux puisqu'elle ne compte que 7 km de piste de ski. Vladimir Poutine, il faut le dire, a pesé de tout son poids. Correspondance Anne Poncinet, Xavier Luizet. Explosion de joie à Sotchi cette nuit. Le choix de la ville est une vraie reconnaissance pour ces Russes qui voient leur pays de plus en plus souvent critiqué à l'étranger. Et pour Vladimir Poutine, c'est presque une victoire personnelle. Bon skieur, habitué des pistes de la région de Sotchi, il fut le principal lobbyiste du projet. Et comme ses concurrents, il s'est rendu à Guatemala pour défendre la candidature de son pays, en anglais et même un peu en français. Monsieur le Président, membres du CIO, Mesdames et Messieurs, soutenez s'il vous plaît le rêve olympique des millions de Russes. Située sur la Riviera russe, au bord de la mer Noire, Sotchi est une station balnéaire qui fonctionne surtout l'été. C'est là que seront installées les patinoires. Les activités de montagne, elles, se dérouleront à 40 km de là, à Krasnaya Poliana, dans les montagnes du Caucase. Une petite station de sport d'hiver appelée à devenir grande. Pour le président Poutine, la victoire de Sotchi, c'est celle de la nouvelle Russie, capable d'investir 9 milliards d'euros pour créer des infrastructures sportives, mais aussi routières et hôtelières, aujourd'hui largement insuffisantes. Le comité olympique a choisi de faire confiance au dynamisme économique et sportif russe en sélectionnant Sotchi, une ville où tout est à faire. C'était l'option la plus intéressante, la plus risquée aussi. Et à noter que la montagne française prend les devants pour les Jeux d'hiver de 2018. Cette fois, donc 4 ans plus tard, Annecy, Gap et Grenoble se sont associés aujourd'hui pour promouvoir l'une des 3 candidatures. On évoquait hier le lancement de la nouvelle Fiat 500. Il a eu lieu hier soir tard à Turin, un événement national et même européen. La firme italienne et le pays lui-même en font un grand motif de fierté. Cyrilza, Luc Bazizin. Un show hollywoodien pour un pot de yaourt italien. La star est minuscule, 3,50 m tout au plus. Le budget, lui, est colossal, 10 millions d'euros pour un lancement mondial. Fiat présente sa petite dernière, la 500.
Ou plutôt, la nouvelle Cinquecento. Dans le même temps, dans les rues de Turin, on célébrait hier les vertus de sa grande sœur, née il y a 50 ans, jour pour jour. C'est son côté pratique dans les bouchons. C'est le concept qui me va bien. Je roule depuis 18 ans avec cette Fiat 500 et j'en suis très content. Et pour ces nostalgiques Fiat a tout compris, on applique la même recette 50 ans plus tard. Habitabilité, petite taille, faible consommation, bref, la firme italienne joue sur le mythe. Je pense qu'on dépensera largement moins en publicité classique que dans un produit normal. Je pense qu'on se retrouvera certainement d'un point de vue financier. Et le succès est là, 23 000 voitures sont déjà vendues. Premier prix, 9 500 €, ou le prix à payer pour un peu d'histoire de l'Italie. Les préparatifs du 14 juillet, signe particulier cette année, 27 nationalités européennes, dont la France bien sûr, vont participer au défilé. C'est une première. Les soldats étaient réunis aujourd'hui à Satory, près de Paris, et vous allez le voir, ça n'est pas forcément simple de les faire travailler ensemble pour régler le pas, par exemple, ou les saluts. Reportage Christelle Bertrand, Samuel Humez. Alors, ceux qui ont des sabres, ils commencent à saluer, enfin en France on salue comme ça, hein. Et dans les 26 autres pays d'Europe, on salue autrement, mais surtout, on ne parle pas la même langue. Pour se faire comprendre des Espagnols jusqu'aux Hongrois, des militaires français assurent la traduction en anglais. Quand ça ne suffit pas, comme avec les Grecs, on joint alors le geste à la parole. C'est la première fois qu'un tel défilé est organisé. Forcément, tout le monde est un peu perturbé. Ce qui est le plus difficile pour mes hommes, c'est de respecter les marques rouges au sol et de faire le salut au bon moment. Un officier français donne la bonne cadence. Les Suédois démarrent en rythme, mais ça se gâte assez vite. Le gouverneur militaire de Paris, responsable du défilé, apprécie le spectacle et distille ses commentaires. Un peu serré, je trouve. Ah ben si c'est leur manière de défiler, il faut leur laisser leur manière de défiler. Hein. Non, il faut les laisser chacun dans leur folklore. Hein. 800 militaires européens vont défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Il leur reste une semaine d'entraînement. Les 20 ans de l'AGFIP, derrière ce sigle se cache un organisme créé pour favoriser l'emploi des handicapés. Avec des résultats encourageants, le nombre d'invalides actifs a progressé par exemple de 4% l'année dernière. Et c'est le cas également dans des secteurs qu'on n'imagine pas forcément. Exemple, l'agriculture. On peut être paraplégique et exploitant. Près de Rennes, reportage Nicolas Lemarinier, Maricro. Mettre de côté son handicap et réaliser son rêve, devenir agriculteur. C'était le pari de Gilda Cotto. Chaque jour, il savoure le moment où il est au volant de son tracteur. Un moment de liberté, vraiment se sentir tout à fait quelqu'un, quoi, comme tout le monde, quoi. À 28 ans, le jeune homme revient de loin. En 98, un accident de voiture le cloue dans un fauteuil roulant. En 2004, il reprend l'exploitation de ses parents. Il faut tout transformer. Installer un élévateur sur les tracteurs, par exemple. Les tracteurs n'étaient pas adaptés. En fait, on a fait une adaptation, je dirais, au système D avec le mécanicien du coin. Direction la salle de traite. Avancez les filles. Grâce à ce fauteuil qui le redresse, le jeune homme traite les vaches avec son épouse. Ici, tout est neuf et adapté. Le coût, 300 000 €. La GFIP a payé 127 000 €. Gilda lui a mis tout son cœur. Bon, moi, c'était ma passion, l'agriculture. Enfin, je me voyais pas faire autre chose. Après l'accident, j'ai toujours pas abandonné la partie. Je crois que je me suis mis encore 2 fois plus dedans. Aujourd'hui, le jeune agriculteur partage le travail avec son épouse. Et viens-tu, ma fille, viens-tu. Entre deux, c'est du 50-50. Tous les jours, il m'épate, quoi. Bon, il y a une partie de moi qui des fois angoisse pour lui. C'est clair que si avec moi, je le protégerais plus. Il y a des choses qu'il ne ferait pas, mais pourquoi moi j'ai le droit et lui n'aurait pas le droit. Gilda Cotto a réussi son pari. Bientôt, il agrandira sa ferme et dire qu'il y a 3 ans, les médecins lui déconseillaient de se lancer dans l'aventure.
Le Tour de France à 2 jours du grand départ. Vous le savez, le prologue aura lieu cette année à Londres. À l'heure où on parle beaucoup et encore de dopage, les contrôles sanguins avaient lieu aujourd'hui. Les 189 coureurs ont été déclarés aptes. Julien Benedetto, Jean-Marc Nouknouk. C'est le contrôle antidopage le plus médiatique du monde. Comme Christophe Moreau, les 189 coureurs du peloton ont subi aujourd'hui un test sanguin. Résultat négatif, tous pourront prendre le départ. Nous, ça va bien, t'inquiète pas. À condition bien sûr d'avoir signé la charte antidopage. Condition sine qua non imposée cette année par les organisateurs. Un texte très apprécié des Français. Je pense que sur le Tour, on l'a assez vécu l'année dernière, c'était trop difficile. Je pense qu'aujourd'hui, les choses avancent, elles bougent et dans le bon sens. Et je crois que c'est à travers ces événements-là et ces initiatives-là qu'on avancera. Et il est temps. Car le document ne fait pas l'unanimité. Coup de théâtre cet après-midi lors de la réunion des directeurs sportifs. Les managers français quittent la salle. Motif, certaines équipes italiennes ou espagnoles ne respectent pas la charte. Ils continuent d'engager des coureurs impliqués dans des affaires de dopage. Les membres de l'association qui nous réunit ne sont pas capables de se mettre d'accord sur un document comme ça. Je pense qu'on n'a rien à faire dans cette association, au moins sur ce plan-là. Drôle d'ambiance, d'autant plus que l'équipe d'Alexandre Vinokourov, favori de ce Tour de France, est depuis plusieurs semaines dans le collimateur des inspecteurs antidopage. Alexandre, comment vous vivez les soupçons par rapport à votre équipe? Mais quels soupçons là? Quels soupçons? Aujourd'hui, Big Ben et les Londoniens n'ont pas vu le moindre coureur professionnel. C'est loin de l'agitation frénétique de la City que les équipes ont préféré donner leur premier coup de pédale anglais. Oui, Londres qui accueille le Tour à bras ouverts, comme dans d'autres capitales d'ailleurs. Le vélo est de plus en plus prisé là-bas, notamment en raison des problèmes de trafic. Sur place, Maryse Burgot, Dominique Marotel. Pas question de stresser dans les embouteillages de Londres. Chez ce député britannique, le vélo est une religion. C'est plus sûr, c'est plus rapide et je sais exactement combien de temps il me faut. En moins de 20 minutes, cet homme politique arrivera au cœur de la capitale britannique à la Chambre des communes. 100% d'augmentation des 2 roues sur les grands axes de Londres. Les sujets de Sa Majesté plébiscitent le vélo. Plus écolo et surtout moins cher, dans une ville soumise à une taxe d'embouteillage très onéreuse. Le peloton du Tour de France, qui empruntera ces mythiques avenues de Londres, est donc ici le bienvenu. Londres est une ville 15 fois plus grande que Paris. Les Britanniques adoptent donc aussi le vélo pour rejoindre le métro. À côté des stations, les parkings sécurisés pour 2 roues se multiplient. Et pour encourager les élèves à rouler à vélo, le gouvernement dispense des cours de sécurité dans les écoles. Il s'agit de minimiser le risque. Notre but, c'est surtout de promouvoir le vélo plutôt que de parler des dangers. Le vélo à Londres n'est donc plus seulement un accessoire de mode très tendance, c'est un objet et un sport omniprésent. Même si le Tour de France ne détrônera sans doute jamais un bon match de cricket. Voilà, on reste dans les défilés avec la haute couture pour l'hiver prochain. 2 nouveaux poids lourds hier soir. Armani, qui a osé la couleur pour la première fois, et Gauthier, qui s'est inspiré du prestige de l'uniforme. Estelle Collin, Olivier Robert. Dans le monde d'Armani, il n'y avait que le grège, le gris, le taupe, le noir. À 73 ans, le couturier s'autorise une couleur, celle des années 80. À l'époque, tout le monde s'amusait, sauf lui. Il est vrai qu'il montait son affaire. J'étais un peu obsédé par l'idée de ne pas faire faillite. Parce que je voyais autour de moi des gens qui arrivaient et partaient. Moi, je voulais rester. Paris gagné, en 2007, il est bel et bien là, tout comme Jean-Paul Gaultier. Brocart, velours brodé, pluie de jais, hermine, vison et croco. Avec ses princes et ses princesses de luxe, Gaultier joue la confusion. Vous savez, toujours un jour mon prince viendra. Ben là, c'est la jeune femme qui est le prince, et puis on verra comment il a marié. La voilà la mariée, celle qui clôture les défilés, avec Jean-Paul Gaultier. Habillez vos fantasmes.
Les festivals de l'été, pardon, tous sur le pont à Blois, réunis depuis plusieurs années des artistes pop, rock. Et cette saison, la tendance est à la reprise. Des groupes en ont fait une spécialité, exemple avec les Beatles et Pink Floyd, ressuscités donc. Abdel Mostefa, Frédéric Delarue. Une foule en délire pour les Beatles à Blois. À vrai dire, c'est le son d'un document d'archives. Cela dit, il y a de quoi faire illusion lorsque vous avez affaire à des musiciens très à cheval sur la reprise. Pratiquement aussi vrai. Fermons les yeux, on s'y croit vraiment. Presque, tout à fait, oui. Tout est dans le presque. Les Rabbits sont en fait presque chauves sur leur perruque. Ils sont presque d'outre-Manche, puisqu'originaires de Picardie, et s'habillent presque comme leurs idoles. La veste façon Beatles en 65, concert du Shea Stadium, 54 000 personnes. Pas encore de stade, mais 2 Olympias quand même, et plus de 500 concerts en 7 ans d'existence pour les Rabbits. La reprise à son public. Ils se mettent à rechercher les costumes, les light shows, voir ce qu'ils peuvent faire de mieux. Bon, il y a le problème de la ressemblance physique, et ça on n'y coupera pas, c'est généralement là que le bas blesse. Malgré tout, la nostalgie rapporte. Faux Pink Floyd, faux Queen, faux AC/DC. Les groupes de reprise spécialisés se multiplient avec des shows de plus en plus gros, de plus en plus pros. La disparition de Régine Crespin, elle était considérée comme l'une des grandes voix françaises, soprano. Elle s'est notamment illustrée dans le répertoire de Wagner, dans Faust de Gounod ou dans la Tosca de Puccini. Régine Crespin avait 80 ans. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. La météo, une autre belle voix, celle d'Isabelle Martinet. À partir de 20h50, la soirée continue. 4e et dernier volet de la série Vue du ciel avec Yann Arthus Bertrand qui survole les plus beaux paysages américains, suivi d'un débat sur l'écologie autour d'Yves Calvi. Très bonne soirée.